Faire tourner une toupie lui donne de l'énergie cinétique, progressivement perdue à cause de l'air et du frottement. Mais que se passerait-il si vous pouviez aussi lui donner une autre forme d'énergie pour l'aider à tourner plus longtemps? Il y a quelques années, j'ai vu une vidéo de Laser Saber, et il a construit un moteur qui fonctionne presque comme une machine à mouvement perpétuel. Ce moteur comportait un disque rotatif avec des aimants et 12 bobines autour de la périphérie. En soufflant dans une paille, il faisait tourner la roue à la vitesse désirée, et le moteur semblait tourner sans fin. C'est parti. Incroyable et magnifique, non? Bien sûr, ce n'est pas un mouvement perpétuel, d'où le presque dans le titre, et il finit par s'arrêter. Mais il utilise un concept vraiment intéressant que j'aimerais essayer moi-même pour voir s'il peut être adapté afin d'alimenter une voiture. Dans le moteur de Laser Saber, il a utilisé un fil de cuivre calibre 42 extrêmement fin. Il a à peu près le même diamètre qu'un cheveu humain et presque la même couleur que les miens. Mais ce fil de cuivre est bien plus fragile qu'un cheveu humain, car je peux le casser avec très peu de force. Donc ça va être amusant à souder. Pour fabriquer les bobines, j'ai fabriqué ce support de bobines afin de ne pas avoir à la tourner sans cesse. Et j'ai imprimé ces supports de bobines en 3D pour pouvoir les enrouler avec ma perceuse, ce qui m'évite d'avoir à les enrouler à la main, et j'en suis bien content. Après avoir enroulé d'autres bobines, j'ai eu du mal à les souder ensemble. Après des heures frustrantes, j'avais construit ce prototype de moteur d'essai. Ce moteur a un disque avec des aimants et des bobines en configuration à flux axial, donc deux de chaque côté du rotor. À chaque passage d'un aimant devant les bobines, une impulsion électrique synchronisée fait qu'une bobine repousse l'aimant et l'autre l'attire. Cette impulsion électrique doit être parfaitement synchronisée, sinon le moteur risque de tourner à l'envers ou pas du tout. Ce synchronisme est contrôlé par un petit composant appelé interrupteur à lame. Un interrupteur à lame possède deux fines lamelles métalliques à l'intérieur d'une capsule en verre, et lorsqu'un aimant s'approche de l'interrupteur, les deux lamelles sont attirées l'une vers l'autre et entrent en contact, permettant ainsi au courant de circuler dans le circuit. Et comme vous pouvez l'imaginer, la position de cet interrupteur à lame est très importante pour le bon fonctionnement du moteur. En théorie, ce moteur devrait aussi servir de générateur si je fais tourner la roue à la main. Donc ici, j'ai connecté un condensateur à l'entrée du moteur qui, comme vous pouvez le voir sur mon voltmètre, est complètement déchargé. Donc, si je fais tourner le moteur à la main, il devrait agir comme un générateur et charger le condensateur. Mais notez qu'une fois la tension maximale atteinte dans le condensateur, il commence à se décharger. Et ça, c'est parce que la tension dans le condensateur est maintenant plus élevée que celle générée dans les bobines. Et donc, le condensateur alimente maintenant le moteur. Donc si je fais tourner la roue à grande vitesse, le condensateur se charge en stockant de l'énergie. Ensuite, il passe automatiquement d'un générateur à un moteur et fonctionne en continu pendant plusieurs minutes. Cet effet peut aussi être obtenu avec un volant d'inertie lourd et des roulements à faible friction, ou simplement avec une toupie bien réglée. Mais ceux-là ne peuvent pas être ralentis jusqu'à l'arrêt et reprendre automatiquement de la vitesse une fois relâchés. Donc, ce à quoi je pense, c'est concevoir un véhicule de type tricycle qui peut être propulsé par ce moteur pour voir s'il peut parcourir une plus grande distance qu'une voiture en roue libre une fois poussée sur une surface. Parce que je veux que cette voiture soit aussi simple et efficace que possible, je vais utiliser le moteur comme roue avant elle-même, donc il y aura un certain nombre de bobines montées autour de l'essieu avant. Et ensuite, je pourrai monter des aimants sur la roue, ce qui, espérons-le, la fera avancer. Et comme le moteur est la roue principale pour faire avancer la voiture, je l'ai imprimé en 3D sur ma Prusa XL avec changement d'outil. J'ai pu utiliser du PLA rigide pour le moyeu et du TPU flexible pour le pneu, offrant ainsi de l'adhérence. Tout comme une vraie voiture. J'ai passé une journée à enrouler et souder ces 6 bobines de ce côté de la roue. Je n'ai pas encore mis les bobines de l'autre côté de la roue. Et la raison à cela, c'est que je ne pense pas que cette voiture va fonctionner. Si je fais tourner ceci pour charger le condensateur, puis que je l'arrête, ça fonctionne comme le moteur de test, mais pas du tout à la même vitesse, et il n'y a pas assez de couple non plus. Même avec ces roues à l'arrière, il n'y a aucune chance que ça puisse avancer tout seul. Même avec mon alimentation de laboratoire branchée, donc alimentée par une source externe, ça bouge à peine quand je mets assez de tension, mais il n'y a vraiment pas assez de couple pour faire avancer la voiture. Je compte redessiner la voiture avec un rapport de démultiplication pour utiliser moins de bobines et, je l'espère, obtenir plus de couple à la roue. Avec 8 bobines au lieu de 12, cette voiture sera plus légère et nécessitera moins de temps de soudure. Un rapport de démultiplication de 5 pour 1 fournit le couple requis à la roue avant. Et avec l'interrupteur à lame monté à la bonne position et un condensateur à l'arrière, la voiture est terminée.
Mais est-ce que ça marche? En poussant la voiture vers l'avant, le condensateur se charge, puis il passe d'un générateur à un moteur et propulse la voiture. Je peux charger le condensateur avec quelques impulsions avant, puis le poser et le pousser légèrement pour activer l'interrupteur à lame. Comme une voiture à remontoir électrique. Je suis en fait assez surpris de voir à quel point cette voiture fonctionne bien pour être honnête. Avec ce moteur très basique et un tout petit condensateur à l'arrière, en tournant la roue plusieurs fois, on charge le condensateur. Et si on lui donne une petite poussée juste pour activer l'interrupteur à lame avec l'aimant, ça alimente la voiture très facilement. Fait intéressant, ça fonctionne bien comme générateur. Donc, par exemple, si je la pousse sur cette distance pour charger le condensateur, que je la remets au début de la distance et que je la fais avancer, elle avance lentement, mais parcourt aussi une grande partie de la distance que j'ai faite en la déplaçant. Alors, pas toute la distance, car ce n'est pas totalement efficace, mais c'est déjà bien. Donc, si cette voiture est capable de stocker sa propre énergie pour avancer, comment se compare-t-elle à une voiture sans générateur? Cette voiture est identique en poids, et j'ai gardé la partie aimant du moteur, car elle va servir de volant d'inertie et influencer les résultats. Donc, la seule différence, ce sont les bobines et le condensateur. D'accord, je n'ai aucune idée de la façon dont ces voitures vont se comparer. Mais la physique indique que si on les pousse à la même vitesse, elles parcourraient la même distance. Alors voyons voir. La voiture à roue libre prend de l'avance, celle avec générateur avance lentement, puis la roue libre s'arrête et le générateur va plus loin. Ça n'a pas vraiment de sens. Je pense qu'on doit refaire le test, s'assurer que le condensateur est complètement déchargé. Oui, ce moteur ne fonctionne pas du tout. Alignons-les. La voiture à roue libre repasse devant. La voiture à générateur est très loin derrière. Et la voiture à générateur gagne. Donc, la voiture à générateur doit capter de l'énergie quelque part, ce qui n'est pas évident dans ce test. Que se passe-t-il si les deux voitures descendent la rampe? Elles ont alors la même énergie potentielle au départ. La voiture avec moteur descend la pente bien plus lentement. Avant le départ, les deux ont la même énergie potentielle gravitationnelle, mais en descendant. La voiture en roue libre convertit plus d'énergie potentielle en énergie cinétique, tandis que celle avec le générateur en transforme une partie en électricité stockée dans le condensateur. On oublie souvent qu'une charge résistive s'applique au générateur lors de la production d'électricité. Comme avec mon générateur à manivelle, si je le fais tourner sans rien charger, il y a très peu de résistance. Mais quand je l'utilise pour charger un condensateur ou une batterie, il devient bien plus dur à tourner. La voiture descend la rampe plus lentement à cause de la charge résistive lors du chargement du condensateur. Maintenant, cette énergie stockée dans le condensateur finit par être reconvertie en énergie cinétique, puisque le condensateur alimente ensuite le moteur. Mais comme le système n'est pas efficace à 100%, la distance totale parcourue est donc réduite. Si le test de la rampe montre qu'ajouter bobine, aimant et condensateur n'apporte rien face à une voiture libre, pourquoi le test de poussée indique-t-il l'inverse? La principale différence entre ces tests, c'est la force appliquée à chaque voiture. Donc, dans le test de la rampe, il y a une force constante qui agit sur chaque voiture à cause de la gravité. Avec le test de poussée, la voiture génératrice doit fournir plus de force pour atteindre la même vitesse, ce qui équivaut à refaire le test de la rampe. Mais la voiture génératrice bénéficie d'une pente plus raide, donc elle quitte toutes les deux la rampe avec la même énergie cinétique, ce qui rend beaucoup plus clair pourquoi la voiture génératrice parcourt une plus grande distance. Une méthode permet de faire gagner la voiture à roue libre au test de poussée. En physique, appliquer une force à une voiture sur une distance s'appelle effectuer un travail et est calculé en multipliant force et distance. Si les deux voitures atteignent la même vitesse, celle avec générateur demande plus de travail en raison d'une force supérieure, mais peut aussi stocker ce travail dans le condensateur, alors que la voiture en roue libre ne peut utiliser que son énergie cinétique finale. Si nous accélérons les deux voitures au maximum sur la plus courte distance, peu de travail est fait et la voiture génératrice ne peut pas recharger assez le condensateur pour gagner la course. Mais j'ai une idée que la voiture en roue libre ne pourra jamais égaler. Ceci est un module Peltier qui est souvent utilisé dans les glacières portables, car lorsqu'on applique du courant, un côté chauffe et l'autre côté refroidit.
Cela fonctionne aussi inversement. Chauffer un côté et refroidir l'autre avec un dissipateur thermique génère de l'électricité. Mon ami et collègue youtubeur Sam Barker a eu l'idée de créer une voiture propulsée par des modules Peltier et a construit un prototype pour l'essayer. Cependant, les modules produisent si peu d'énergie que la plupart des moteurs du commerce ne fonctionnent pas. Donc, sans charge connectée, le module Peltier produit environ 1 à 1,4 volts. Ça chauffe pour mes doigts. Avec la résistance ici, on peut appliquer une charge au... C'est un peu plus facile à tenir maintenant. Mais on n'obtient qu'environ 0,32 volts, ce qui, selon mes calculs, fait environ 0,065 watts ou environ 65 milliwatts. Si mes calculs sont corrects, cette voiture génératrice devrait fonctionner avec environ 20 milliwatts. Alors voyons si on peut alimenter cette voiture avec une bougie. J'ai donc construit une nouvelle voiture car les bobines doivent être spécialement enroulées pour la faible tension d'entrée. Et j'ai conçu cette plateforme à l'arrière du châssis pour tenir la bougie. Le module Peltier peut être placé sur un support en fil de fer pour éviter que les impressions 3D ne fondent. Donc, avec la bougie allumée, c'est prêt à fonctionner. Ou pas. Ajoutons un peu de glace pour refroidir le dissipateur et espérer plus de puissance. Techniquement, ça fonctionne, mais c'est extrêmement lent. J'ai donc récupéré quelques mèches supplémentaires pour fabriquer une bougie personnalisée à 3 mèches afin d'obtenir plus de chaleur. Et j'utilise mon pistolet à air chaud pour faire fondre la cire. Avec 3 fois plus de chaleur et un peu de glace sur le toit, on devrait avoir assez de puissance. Cette vidéo a commencé avec une voiture équipée d'un générateur et d'un moteur efficace capable de récupérer de l'énergie, comme le freinage régénératif dans les voitures électriques modernes. Et maintenant, on a fait tout un tour pour arriver à une sorte d'hybride électrique alimenté par la combustion et la glace. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à la prochaine. Merci de l'avoir regardée.